Bonjour et bienvenue dans le camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Alors cette introduction est un peu enregistrée juste avec mon téléphone. Le reste de l'entretien a été enregistré comme il faut, mais là j'ai que ça et il faut que je mette tout en ligne, donc je suis absolument navrée. J'ai toujours d'ailleurs besoin d'aide et si tu aimes le camp de base, tu peux contribuer à partir de 2 € par mois sur le Patreon. C'est le prix d'un café et ça m'aide vraiment beaucoup. Si tu aimes le format, tu peux partager autour de toi pour le faire connaître. Et si tu aimes lire, tu peux t'inscrire sur le site www.campdebase-podcast.com à la newsletter. T'inquiète, je vais pas te spammer, j'ai clairement pas de temps pour ça. Aujourd'hui, je discute avec Fiona Mill. Elle est entre autres présidente de Mountain Wilderness et vient de signer un livre, Réinventons la montagne, Alpes 2030, un autre imaginaire est possible. Il est préfacé par Heidi Sevestre. Cet essai permet de nourrir le débat sur l'avenir de nos montagnes en construisant plusieurs scénarios avec la participation de nombreux témoins. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour Fiona et merci beaucoup d'être dans le camp de base aujourd'hui. Alors on va revenir sur ton parcours, le livre que tu as écrit, Réinventons la montagne, et sur les enjeux de la montagne de manière plus large. Pour commencer, la question que je pose à tous les invités du camp de base, il est où, toi, ton camp de base, et il est composé de quoi ? Du coup, mon camp de base, c'est le camp de base de Frédière. Et en plus, il s'appelle véritablement comme ça. Il a été renommé l'an dernier par la Comcom du Grésivaudan camp de base de Frédière. Donc, il se situe dans Beldon, à 1150 mètres d'altitude. Et moi, j'aime bien ce terme de camp de base parce que c'est véritablement un petit hameau qui est le bout de route. Après Frédière, ce sont les départs de randonnée. C'est en effet le dernier espace encore habité avant la montagne. Donc, il est là, mon camp de base. Une des problématiques en montagne, c'est notamment la mobilité. Ça veut dire que toi, tu te déplaces comment dans cette montagne ? Moi, je me déplace à vélo électrique, par choix, par envie aussi peut-être par conviction écolo. Je me suis dit, moi, quand je me suis installée à Frédière, je voulais vraiment pas racheter une voiture. Et je me suis fait, allez chiche, tu fais tout en vélo électrique. Et en fait, pour rien au monde, maintenant, je remettrai mes fesses sur une voiture tous les matins parce que c'est un bonheur incroyable à la fois de descendre tous les jours. Donc, j'ai 45 minutes de descente pour arriver à Grenoble et puis je remonte le soir, ça me fait 1h15, il y a quand même 1000 mètres de dénivelé, mais en vélo électrique ça se fait. Et puis surtout c'est tellement agréable de se dire que on quitte la ville, l'aire urbaine, on chemine l'Isère et puis petit à petit on monte dans la montagne, on rentre dans cet univers et ça, c'est ça, j'adore ça. Mais tout le monde peut pas se le permettre et c'est vrai que la mobilité est un très gros défi dans nos territoires de montagne. Alors avant de parler de ton livre, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Quel a été, toi, ton premier lien avec la montagne ? Parce que je crois que tu n'y es pas née. En effet, moi, je suis née dans le bassin minier du Nord, pas très loin de la ville de Douai, donc vraiment le plat pays, mis à part les terris, où d'ailleurs j'ai appris à marcher. Mais ma relation avec la montagne, elle n'est pas née dans les Alpes, elle est née dans les Pyrénées. En fait, j'ai eu la chance que mes parents m'emmènent chaque été randonner dans les Pyrénées, mais aussi se poser, avoir un rapport contemplatif à cette montagne. Clairement, moi, je suis tombée amoureuse de ces montagnes, de ces paysages, de ces écosystèmes, du bien que ça pouvait nous donner, de l'émerveillement, de la beauté. Et je sais que, dès que je me suis toujours dit, je veux vivre en montagne, ma vie, je la passerai en altitude, parce que ce sont les territoires où je me sens bien, où je me sens vivante. Et alors justement, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent des Alpes, ça ressemble à quoi, les Pyrénées ? Quelle est la différence avec les espaces qui, nous, aujourd'hui, nous observent depuis Grenoble ? Alors, c'est vrai que moi, j'allais beaucoup, du coup, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, la ville la plus proche, c'était Argelès-Gazost, Lourdes, qui est un peu plus connue. Et ce que j'aimais dans ces territoires, c'était véritablement leur dimension sauvage, peu aménagée.
Et c'est vraiment l'image, quand je pense Pyrénées, je pense grande étendue avec beaucoup d'eau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de rivières, beaucoup de lacs dans les massifs pyrénéens. Ces chevaux aussi qui sont en liberté. Cette montagne aussi qui est très verte parce que c'est assez pluvieux aussi comme massif et surtout très peu aménagé. Et je pense que le fait d'avoir découvert la montagne par les Pyrénées, ça m'a donné aussi une certaine sensibilité. C'est qu'en effet, je me dis, toute la richesse, elle est là en fait. La richesse, elle n'est pas dans un aménagement toujours plus dense de la montagne, elle n'est pas vers une montée en gamme, elle n'est pas vers une artificialisation. En fait, la richesse de nos montagnes, elle est dans leur authenticité, dans leur caractère sauvage. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a amené ensuite à travailler sur les sujets de la montagne, sur les enjeux de la montagne de demain ? Alors, en fait, moi, j'ai eu la chance, quand j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait mes études à Toulouse pour me rapprocher des Pyrénées. Je faisais un master dans les risques, l'environnement et la santé. Enfin, j'ai tout de suite été très sensible aux questions environnementales, même quand j'étais dans le Nord. Et en fait, mon stage d'études, je l'ai fait chez Montagne Wilderness. Donc, je suis venue à Grenoble et j'ai découvert l'association en tant que stagiaire. Et là, je me suis dit, cette association, ça a été un coup de cœur, quoi, parce que c'était à la fois la préservation des milieux naturels, mais aussi Montagne Wilderness, c'est véritablement chercher à penser nos relations humains écosystème naturel. Et c'est pas se dire on met une partie de la montagne sous cloche, ailleurs on fait n'importe quoi. C'est véritablement de se dire quel est notre rapport sensible à ces espaces de montagne, comment on les respecte, comment on les protège, comment on les pratique, comment on y vit avec le plus grand respect. Et ça m'a énormément parlé. Et du coup, après mon stage, forcément, j'ai décidé de m'engager dans l'association en tant que déléguée dans les Pyrénées. Et puis après, j'ai été amenée à bouger, mais je suis restée toujours très investie chez Montagne Wilderness. Aujourd'hui, tu es présidente. Ouais. Comment est-ce que ça se combine avec ton métier justement sur du consulting en transition des montagnes, hein ? Donc moi, je suis présidente bénévole, donc c'est vraiment une activité totalement bénévole. Et à côté, bien évidemment, j'ai un boulot, j'ai même 2 boulots. Le premier boulot, c'est que ça fait 6 ans que je fais du conseil pour tous les territoires, donc au niveau national, sur la question de la gestion des crises et la transition. Cette question de résilience, c'est se dire, on peut se prendre des chocs, notamment avec l'accélération du dérèglement climatique, des incendies, des sécheresses, des pénuries d'eau. On va peut-être aussi devoir faire face à des grosses tensions énergétiques. Comment on prépare ces crises et puis comment on repense nos manières de vivre. Donc je le fais pour différents territoires à l'échelle nationale, mais c'est sûr que ce qui se passe en montagne, ça me nourrit énormément parce que quand même nos territoires de montagne, ils sont en première ligne des effets du dérèglement climatique. Et puis si on pense à ce qui s'est passé à la Bérarde l'été dernier, bien évidemment, on se dit OK. Ou si on pense aussi à ce qui s'était passé dans les Pyrénées en septembre, nos territoires, ils sont particulièrement vulnérables à l'intensification et l'accélération des risques. Et je pense que c'est véritablement la question de l'habitabilité de ces territoires maintenant qu'on doit questionner. Et tu disais que tu avais un deuxième travail. Un deuxième travail en m'installant là dans Beldon. Moi, ça me tient beaucoup à cœur l'idée d'accueillir en montagne parce que justement, je suis pas originaire de ce territoire et je vois bien tout ce que la montagne a pu m'apporter. Et donc, j'ai eu l'occasion de reprendre la gestion d'un gîte d'étape dans le hameau dans lequel je suis. Et du coup, c'est ma deuxième activité et j'adore faire ça, avoir à la fois des familles de Grenoble, mais aussi de Marseille, de Lyon, des pratiquants sportifs, des contemplatifs et juste pouvoir les accueillir, leur parler du massif que j'aime et en fait parler de notre amour de la montagne. Trop bien. Alors, tu as écrit un livre, Réinventons la montagne. C'est un essai qui retrace, suivant l'objectif JO 2030, 3 grands scénarios. Si on ne fait rien, si les JO n'ont pas lieu et si on se réveille dès maintenant en 2024 et qu'on opère une vraie transition pour sauver ces montagnes du changement climatique ou en tout cas freiner ce changement climatique. Comment est-ce que tu as travaillé justement à l'écriture de ce livre et pourquoi ? Donc ce livre, j'ai commencé à l'écrire au printemps 2024 suite en effet à l'annonce de la candidature pour les Jeux d'hiver. Parce que moi, j'ai vraiment pris cette annonce comme un non-sens.
en me disant au quotidien avec Montagne Wilderness, je parle ou j'entends parler de tous les impacts, tous les effets du dérèglement climatique en cours sur nos montagnes, qui sont vraiment plus que perceptibles au quotidien, dans nos vies, dans nos activités économiques, dans nos activités touristiques, dans l'agriculture, nos cours d'eau, la biodiversité qui en souffre énormément. Et en même temps, je rencontre aussi beaucoup d'acteurs qui se bougent pour penser d'autres manières de vivre en montagne, repenser le modèle économique, repenser la manière d'habiter. Bref, il y a tout ce bouillonnement. Et quand j'ai eu l'annonce de ces Jeux d'hiver, je me suis dit, mais en fait, on est en train de dire que pendant 5 ans, on va se projeter sur le modèle du passé. Parce que oui, les Jeux d'hiver, ça a été un événement qui a compté dans notre histoire. On pense à Chamonix, Grenoble, Albertville. Mais là, la question, c'est vraiment, est-ce qu'en 2030, on doit faire rêver des jeunes autour des sports d'hiver dans une montagne qui est en train de fondre ? Moi, ça me pose vraiment question. Parce que je pense que là, on est à une période de bascule dans nos territoires de montagne, où à la fois, on a besoin de faire évoluer notre tourisme, notre économie, peut-être même nos imaginaires de la montagne. Et je trouve que ces jeux, c'est un peu la traduction d'un manque d'imagination. C'est plutôt que se dire qu'en 2030, on fête d'autres perspectives pour nos montagnes qui soient pleinement ancrées dans les enjeux du 21e siècle. Là, on va aller fêter les sports d'hiver à coups de canon à neige, quoi. Et je trouve que c'est très pauvre. C'était quoi ton intention en écrivant ce livre ? Et j'ai presque envie de dire, quel changement tu espères se voir opérer avec cet essai ? Alors, mon intention, c'était vraiment d'ouvrir le débat. Parce que je pense qu'on est dans une situation où la problématique est complexe et on a du mal à se projeter demain en montagne. On a du mal à se projeter dans quelque chose de désirable. Du fait qu'on ait du mal à se projeter, on refait les recettes du passé. Je dis souvent, la transition, c'est aller d'un point A, la situation dans laquelle on est, vers des points B qu'on ne connaît pas encore. Mais si on n'arrive pas à envisager ces points B, on ne va jamais se mettre en mouvement. Et je trouve qu'on est un peu dans cette situation. Et c'est pour ça que j'ai fait le pari de la prospective, parce que moi, j'ai aucune prétention de dire voilà ce qu'il faut faire. Je pense que c'est vraiment des réflexions qu'on doit avoir sur chacun des territoires. Parce que, bien évidemment, les enjeux de transition à l'Alpe d'Huez ne sont pas du tout les mêmes qu'à Luchon, qu'au cœur de Chartreuse. On est dans des territoires totalement différents. Et donc, il faut vraiment qu'à l'échelle de notre massif, à l'échelle de notre territoire, on se dise mais comment on veut vivre demain au regard de nos particularités. Et donc, on a besoin de se projeter. Et donc, j'ai pensé ce livre en 3 chapitres où à chaque fois, on est en 2030. Parce que 2030, c'est quand même intéressant. C'est que c'est dans 5 ans maintenant. Donc, on peut voir venir, mais c'est presque demain quand même, 2030. Et en même temps, quand on voit l'accélération des dérèglements en cours, ça va tellement vite. Si on pense à la question de l'eau, si on regarde rien que dans le rétroviseur, en 5 ans, les tensions qu'il y a eu sur les ressources en eau, c'est énorme. Dans les Pyrénées-Orientales, ils ont ouvert le robinet, il n'y avait pas d'eau. En montagne, enfin voilà, c'est des choses qu'on n'envisageait pas forcément il y a 10-15 ans. Donc voilà, il y a toute cette accélération. Et donc ce livre, il est décomposé en 3 parties, en effet, selon les décisions qu'on prend dès aujourd'hui. Est-ce qu'on décide de continuer dans le modèle actuel et où finalement les Jeux d'hiver, c'est juste un prétexte pour continuer comme avant, c'est-à-dire un modèle où on recherche l'attractivité, toujours plus de tourisme, donc toujours plus de montée en gamme, donc toujours plus d'aménagement, d'artificialisation, quitte à en perdre même son identité montagne. Parce que j'ai envie de dire, pour moi, vendre un événement où on skie sur la neige 100% artificielle, où la montagne n'est qu'une carte postale, c'est se déconnecter du milieu montagne. Je pense que la montagne, elle a bien plus à offrir. Mais c'est quand même une trajectoire qu'on est en train de prendre. Parce que je pense qu'on a du mal à en sortir. Et puis en plus, si c'est encore un peu rentable, autant continuer. Voilà, en tout cas, c'est ce que certains pensent. Un deuxième scénario où en effet les Jeux d'hiver n'ont pas lieu, mais surtout parce que dans ce scénario, on a mieux à faire dans le sens où il y a des gros défis devant nous parce qu'on n'arrive pas justement à atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Moi, ça m'a marqué en écrivant le livre, c'est que c'était encore toutes les discussions sur l'adaptation au changement climatique, la France à plus 4 degrés. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est presque devenu acceptable de dire qu'on va vivre dans une France à plus 4 degrés.
Mais ça veut dire quoi dans les Alpes ? Plus 5, plus 6, plus 7 degrés, mais c'est totalement délirant. On vit pas bien dans ces conditions. Et du coup, dans ce chapitre 2, je cherche plutôt à explorer ce qui sont pour moi quand même des gros défis pour nos territoires qu'il faut qu'on travaille. La question de l'aménuisement des ressources en eau, avec aussi la disparition de nos glaciers. 2025, c'est l'année internationale de préservation des glaciers. La question des risques naturels, avec même des incendies qui commencent à être de plus en plus intenses en montagne. La question aussi de l'habitabilité. Moi, j'ai écrit ce livre au moment de la Bérarde, donc forcément, ça m'a marqué quand, du jour au lendemain, un hameau qui est habité se retrouve totalement détruit. Malheureusement, il y a d'autres territoires aussi qui peuvent être concernés par ça. Et puis aussi la question, en effet, de l'énergie. On parle toujours de cette société post-carbone. Pour l'instant, en montagne, on n'est pas prêt pour cette société post-carbone parce qu'on n'arrive pas à se passer de la voiture, par exemple. Et ça veut dire quoi si on ne se prépare pas à ça ? Et donc, c'est ça que j'ai voulu explorer dans le chapitre 2. C'est plutôt, OK, on a le droit de rêver à faire des fêtes. Et on en reviendra sur le chapitre 3 où j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Mais n'oublions pas quand même qu'on a des défis devant nous et qu'il va falloir aussi s'y atteler. Et puis enfin, un troisième chapitre qui, pour moi, était vraiment le plus compliqué, mais aussi le plus motivant à écrire, c'est celui que j'ai appelé « À nous de jouer ». Parce que dans ce chapitre 3, je me dis, mais en fait, finalement, réinventer la montagne, c'est surtout pas partir d'une page blanche. C'est déjà valoriser toutes les dynamiques qu'il y a sur les territoires. Et en fait, moi, je rencontre pas mal de collectifs citoyens, d'associations, d'entrepreneurs, d'individus, même d'élus, qui essayent de lancer des dynamiques qui font véritablement sens. Alors que ça soit, par exemple, dans l'accueil, repenser l'accueil en montagne, comment, par exemple, le tourisme social. On n'investit plus du tout dans le tourisme social. Il y a encore 50, 60 ans, il y avait des jeunes qui venaient en montagne pour profiter du plein air et découvrir, en fait, la richesse de ce milieu. Maintenant, on investit dans des nouvelles remontées mécaniques, mais on ne veut pas mettre d'argent pour que des enfants aillent en montagne. Je pense que c'est quand même un problème. Les questions aussi d'investir dans bien évidemment, dans l'agriculture, parce qu'on va aussi avoir besoin de manger demain en montagne. De pastoralisme, tout à fait. D'artisanat. C'est quand même fou de se dire qu'on est dans des territoires, par exemple, on a énormément de savoir-faire, on les a en grande partie perdus. Si je pense rien qu'au métier du bois, la transformation, l'artisanat autour du bois. Mais quand on vit en montagne, on devrait avoir tout notre mobilier qui est fabriqué dans notre massif ou à minima autour de chez nous. On n'a pas besoin d'acheter des choses à l'autre bout de la planète. Et il y a toutes ces initiatives quand même qui essayent de se lancer. Mais je trouve que malheureusement, elles sont pas assez accompagnées, elles sont pas assez valorisées. Et moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on les mette vraiment en avant et qu'on les soutienne. Et justement, tu parlais des caractères très spécifiques de chacun des massifs de montagne en France et même à l'étranger, même si ce n'est pas le cas dans ce livre, tu t'attelles vraiment à la France. Là, tu as fait une tournée, j'ai vu, dans les Pyrénées il y a quelques semaines. Comment est-ce que ce livre, il est vu là-bas, en sachant que, pour le coup, ils ne vont pas avoir à faire face aux défis de ces fameux JO 2030 qui sont handicapants pour penser justement la montagne de demain et la réinventer? En fait, si, je pense que les Vosgiens, les Pyrénéens, tous les autres massifs sont concernés par les JO. Parce qu'en fait, il faut vraiment se dire que les Jeux d'hiver, c'est bien plus qu'un événement international de 2 semaines, c'est bien plus que la fête du sport en montagne. C'est vraiment structurant pour les politiques montagne. C'est-à-dire que pendant 5 ans, quand on va parler montagne en France, on va parler JO. Et on ne va pas parler justement transition du tourisme à Luchon. On ne va pas parler des enjeux agricoles dans le Jura. On va surtout parler JO. On va mettre de l'intention, mais aussi beaucoup de moyens sur cet événement. Et je pense que ça, en effet, ça interroge les autres massifs. Et puis aussi parce que ces JO, ils incarnent justement ce que certains massifs n'ont pas envie de voir. Justement, la montée en gamme, ça n'attire pas tous les territoires. La logique de toujours plus d'artifices n'attire pas tous les territoires. Et donc, ça m'a marqué, je suis allée à Luchon présenter le livre, il y avait 120 personnes et ils disaient tous, mais nous, on a besoin aussi de parler de la transition de notre territoire et on n'en parle pas assez. Et en fait, les défis qu'on décrit,
dans Réinventons la montagne, en fait, beaucoup de territoires sont traversés aussi par ça. Faire face au changement climatique, la question de la transition économique, en fait, la transition sociale, c'est quand même aussi des métiers, c'est des humains derrière tout ça. Et on a véritablement besoin d'en parler au niveau national et dans nos territoires. Ton livre, il reprend un mélange de prospective, de scénario, moi je vais appeler ça design fiction, je sais pas si c'est mon mot du moment, et de témoignages sous forme de communiqués de presse, d'articles de presse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as travaillé pour construire ces scénarios ? Les scénarios, je les ai... donc en effet, c'est de la prospective, mais qui est ancrée dans le réel. Parce que tout se base sur des choses, on pourrait dire, concrètes, réelles. Si je prends l'exemple de l'eau, bien évidemment, je me suis inspirée de ce qui s'est passé à la Clusaz. Si je prends l'exemple de la mobilité, sur la question des navettes que je développe, je me suis inspirée des JO d'Albertville, où il y avait eu des navettes durant les JO d'Albertville, et puis les jeux se sont terminés, les navettes, elles se sont arrêtées aussi. Parce que pour moi, le livre, c'est pas de la science-fiction. C'est peut-être en effet du design fiction, mais en tout cas, c'est de se dire, à partir de la situation actuelle, vers quoi on pourrait tendre. Et donc, j'avais besoin de me nourrir de choses réelles, et puis même des fois de jouer un peu dans la narrative, à essayer de piéger le lecteur sur mais est-ce qu'elle raconte, est-ce que c'est réel ou c'est pas réel, et en fait, tant mieux, ça montre bien que des fois, on fait des choses dans la vraie vie qui sont totalement absurdes, et des choses qu'on fait pas et qui seraient totalement faisables et souhaitables. Donc ça, c'était voulu. Et puis, ces scénarios, pour les réaliser, moi, j'ai eu aussi besoin de m'inspirer. Donc, j'ai fait des entretiens, par exemple, avec des athlètes, avec Marie-Dorin Imbert, Stéphane Passeron, Florence Masnada. C'est quand même, quand on parle de JO, on parle aussi de sport. Donc, en effet, moi, j'avais besoin de me nourrir du regard des athlètes. Et les trois ont vraiment, j'ai envie de dire, le sport et l'olympisme ancrés en eux. Et pour autant, les trois ne sont pas favorables aux Jeux d'hiver 2030. Et du coup, j'avais besoin de comprendre dans leur tête d'athlète, dans leur cœur d'athlète, qu'est-ce qui se passait. Et puis, j'ai aussi interviewé, en effet, plutôt des scientifiques, Charlène Descolonges, qui est hydrologue, des professionnels de la montagne. Et même, je suis aussi allée interroger Corinne Morel-Darleux, par exemple, qui est autrice, pour aider à faire le pas de côté. Et pour moi, voilà, c'était important que le narratif et le témoignage se répondent, en tout cas se croisent, parce que moi, ça m'a beaucoup nourri, et je me suis dit, ça va peut-être aussi nourrir la réflexion. C'est très réussi. Bon, merci. En tout cas, en le lisant, c'est très réussi. Effectivement, il y a des fois, je me suis dit, est-ce que c'est déjà le cas, ce truc-là qui est réalisé, ou en fait, mais on est déjà dedans, on est à l'aune 2030, enfin, ça m'a aussi demandé de réfléchir, en fait. Et en lisant ton livre, il y a une idée forte qui ressort, c'est la nécessité justement de sortir du tout-ski, d'imaginer d'autres modèles pour la montagne, donc de réinventer cette montagne. Est-ce que tu peux nous donner des exemples un peu concrets de ce que ça pourrait être, ou nous lire un passage qui, toi, t'a particulièrement inspiré dans justement sortir de ce modèle du tout-ski ? Je vais te lire un extrait qui est à la fin du 3e chapitre, qui s'appelle « Tremplin vers l'avenir ». On est le 30 novembre 2030 à Autran-Méaudre en Vercors, donc sur le plateau du Vercors en Isère. Et pour moi, ce lieu, il m'inspire beaucoup parce qu'il y a une vraie dynamique citoyenne. Il y a aussi, je trouve, de vraies dynamiques de changement, de transition sur un territoire qui a quand même accueilli les JO en 68. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cet extrait. Festival de clôture des Montagnardes. Navette toutes les 20 minutes pour Autran-Méaudre. Peut-on lire à la sortie de la gare de Grenoble. Arrivée de Montgenèvre, après 30 minutes de vélo et 4 heures de TER, Léa et ses amis s'enthousiasment à l'idée de rejoindre le Vercors. Depuis plusieurs années, ce massif ne cesse de les inspirer. Pionnier en matière de mobilité douce, mais aussi d'écotourisme, le Vercors 4 Montagnes, situé à plus de 1000 mètres d'altitude au cœur du parc naturel régional du Vercors, incarne ce renouveau des territoires de montagne, rendu possible par l'accompagnement et la motivation des habitants. Les Vertacomicoriens ne manquent pas d'énergie. Ici, les dynamiques citoyennes et entrepreneuriales à l'œuvre, depuis une dizaine d'années, ont créé un nouveau souffle.
Malgré la baisse d'activité de ski nordique liée au faible enneigement et la fermeture des stations de ski alpin, la vie du territoire ne s'est pas essoufflée, au contraire. Pourtant, l'histoire aurait pu laisser penser l'inverse. Lors des Jeux de Grenoble, en 68, le plateau du Vercors fut la véritable capitale du ski nordique entre épreuves de fond, de saut combiné et de biathlon. Mais petit à petit, les désirs se sont transformés en actions. Depuis quelques années, le plateau est en mouvement. Des entrepreneurs du territoire expérimentent de nouvelles activités économiques à l'année, notamment autour de la rénovation des bâtiments et de la gastronomie, le Vercors ayant tant de saveurs à faire découvrir. Les hôteliers et acteurs touristiques cherchent à faire évoluer leur offre en misant sur le tourisme local et en profitant du potentiel de la métropole grenobloise. Séminaires d'entreprises en pleine nature, week-ends d'excursions en montagne, colonies de vacances. Des associations et des coopératives se créent autour du maraîchage et cherchent à réinventer la paysannerie de montagne en travaillant la diversification des activités et en osant de nouvelles pratiques de polyculture-élevage. Enfin, les initiatives culturelles sont une vitrine de ce renouveau et valorisent les nouvelles manières de vivre le Vercors, inspirant au-delà des contreforts du massif. Super. Donc on voit la richesse dans cet essai de tous les domaines que tu touches jusqu'aux politiques culturelles. C'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié parce que souvent la culture c'est un peu la 5e roue du carrosse de nos transitions en montagne. On a déjà tellement à faire avec un tourisme qui se meurt et sur lesquels on essaye de tirer les dernières cordes économiques que souvent on voit pas qu'il y a un potentiel culturel et la gastronomie fait partie de la culture qui est absolument énorme. Merci beaucoup pour cette lecture. Il y a de plus en plus de livres pour penser, réinventer la montagne. Et moi, j'ai l'impression que on parlait beaucoup de changement climatique et que ça fait que quelques mois ou que peut-être un an que vraiment la montagne est au centre des débats avec ces glaciers. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Parce que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus dans les médias, mais en même temps, vu que moi, je suis baignée dedans, je me dis, est-ce que c'est mon prisme à moi, les algorithmes qui viennent ? Est-ce que tu as l'impression quand même que ce combat, il commence à faire un peu effet ? Oui, en effet, je pense que la montagne, en effet, on en parle de plus en plus au niveau national parce que les territoires de montagne sont des laboratoires, finalement, qui peuvent inspirer toute la société. À la fois, ce sont des laboratoires parce que les effets du dérèglement climatique, ils sont plus rapides, ils sont perceptibles à l'œil nu, ils impactent déjà nos vies et notre économie. En effet, on peut se dire que le ski, c'est la première activité économique qui est directement impactée par les effets de l'anthropocène. On pensait que la neige était une ressource renouvelable à l'infini. On voit bien qu'elle ne l'est plus. Or, c'est une économie qui est fondée sur l'existence de cette ressource. Ça, je pense que c'est véritablement la première activité économique qu'on doit réinventer de manière si rapide parce qu'on n'a pas 10 ou 15 ans devant nous. Si on pense au Vercors, si je pense à la Chartreuse, au massif de Beldon ou à tous les massifs de moyenne montagne, Jura, Vosges, évidemment, on n'a pas 15 ans devant nous. Donc, il faut aller très vite pour penser la diversification de l'activité touristique et de l'activité économique. Et je pense que c'est pour ça qu'on en parle autant au niveau national. Et peut-être aussi parce que les montagnes, elles ont toujours été regardées de loin. Parce que les montagnes, elles sont incroyablement belles. Elles sont des phares, on va dire. On n'est pas en milieu marin, mais presque. Parce que elles sont belles, elles sont grandes, elles nous impressionnent, elles nous font rêver. Elles appellent à l'imagination, elles appellent à l'émotion. Et en fait, se rendre compte que ces territoires avec lesquels on peut se sentir profondément attaché sont très fragiles, je pense qu'en effet, ça fait réagir. Et je trouve déjà que cette année internationale de préservation des glaciers compte parce qu'on parle énormément des glaciers en ce moment au niveau national et on voit que ça fait bouger des lignes. Est-ce que c'est dur de trouver un éditeur pour
un livre sur les enjeux du réchauffement climatique en montagne? Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de rencontrer Sophie Kaya, mon éditrice, qui n'est pas une éditrice, on va dire, de montagne. C'est une éditrice d'essais. Et elle, en fait, c'est son parcours individuel qui a fait naître notre rencontre. Elle s'est dit, mais moi, je vis à moitié à Paris, à moitié à Chambéry. Et rien que en tant que, j'ai envie de dire, passagère de la montagne, je me rends compte de l'accélération des effets du dérèglement climatique. Ces JO, ils me paraissent un peu hors sol. Qu'est-ce que t'en penses, Fiona? Et on s'est dit, allez, on écrit un livre. C'était une super rencontre et de se dire, en effet, pour moi, ce livre, bien évidemment, je le présente dans beaucoup de territoires de montagne, mais aussi au-delà. Parce que je pense que ça intéresse énormément les Françaises et les Français de débattre de l'avenir de la montagne, parce que non, la montagne, c'est pas juste la carte postale de leurs vacances en hiver ou en été, quoi. C'est véritablement un milieu auquel ils sont attachés, parce que je pense que les expériences qu'on peut vivre en montagne, elles marquent une vie. En tout cas, moi, elles ont marqué ma vie, elles ont orienté mon parcours de vie. Et je pense même qu'aller passer une nuit à la Belle Étoile, aller faire une semaine en itinérance en rando, aller faire une semaine de que sais-je dans nos territoires de montagne, bah, des fois, on en revient avec des choses qui nous marquent et où on se dit, mais en fait, peut-être que ces lieux, ils comptent énormément et on va faire bien plus que les consommer. Mais c'est dur parce que moi j'ai aussi l'impression que en fait se creuser la tête et se dire ok comment est-ce que je fais mieux demain, c'est aussi pouvoir proposer des offres qui plaisent au plus grand nombre. Et moi j'ai souvent entendu sur les territoires de montagne dire ah non mais en fait si les gens viennent pas pour faire du ski, en fait ils sont pas intéressés par la montagne. Et il y a aussi un paradigme là-dessus de l'intérêt potentiel du tourisme pour faire autre chose que du ski. Et ça, je trouve que c'est tellement dommage parce que moi, je le vois rien qu'au gîte d'étape. Les gens, ils viennent à toutes les saisons. Des fois, il y a la neige, des fois, il n'y en a pas. En tout cas, je ne suis pas un territoire de station. Et pour autant, la curiosité, elle est incroyable. À la fois la curiosité sur qu'est-ce qui nous entoure, quelles sont les essences d'arbres, quels sont le nom des sommets, on va voir quel animal et quels oiseaux. Mais en fait, déjà là-dessus, il faudrait investir dans tout ça parce que comment on investit dans des métiers qui sont des métiers de passeurs de la montagne, qui aident à faire découvrir cette montagne, à l'observer, à l'écouter, à la sentir. Et je pense que ça, on ne le fait pas. On considère que ça va pas intéresser. Bah moi, j'en suis vraiment pas convaincue. Je pense qu'au contraire, on a un super potentiel et je trouve qu'on a une occasion où on va presque pouvoir réinventer le tourisme, en tout cas réinventer l'accueil pour aller vers une approche plus sensible. Et moi, je crois énormément à toutes ces activités pédagogiques parce que je pense qu'il y a une incroyable curiosité. Tout simplement parce que on est quand même 80% de la population française à vivre en milieu urbain et qu'il y a un moment, quand on est entouré quand même à majorité de béton, quand on va dans un milieu qui a un écosystème naturel, on a envie de le connaître. Et je trouve qu'en tant que montagnard, on a aussi presque un rôle, un devoir à faire découvrir le milieu dans lequel on est. Et après, quand on apprend à le connaître, on apprend à y être attentionné et ça peut changer quand même des vies. Alors on le sait, aujourd'hui le réchauffement climatique il bouleverse les territoires de montagne. On parle de plus en plus du déneigement progressif qui s'opère dans les Alpes. Comment est-ce que selon toi les stations elles peuvent s'adapter si jamais il y a des auditeurs auditrices qui travaillent dans des stations là qui ont des postes un peu clés? Comment est-ce qu'elles s'adaptent ces stations demain? Pour moi, les stations de montagne, elles sont tout sauf mortes. À partir du moment justement où on se rend compte que ces stations, ça peut véritablement être des ports d'entrée vers la montagne. En fait, déjà aujourd'hui dans un massif, si on cite quelques noms de stations, elles vont être connues. Ce sont des repères pour la population, ces stations. Par contre, en effet, soit on décide de s'adapter en continuant le modèle actuel, qui est de se dire on fait de l'enneigement artificiel, ou même au-delà de l'enneigement artificiel, un rapport dire consommation. Donc, on va proposer des aménagements ludiques et on va faire une nouvelle luge d'été, un nouveau pas dans le vide, même des choses de réalité virtuelle, ce que j'explique dans mon livre avec la station des Ors. Bon, moi, je pense que ça, c'est assez pauvre et je suis pas sûre que ça va intéresser à long terme.
Par contre, on peut dire que ces stations, elles peuvent véritablement être des portes d'entrée de découverte de la montagne. Parce qu'en effet, on a déjà des routes pour y aller, on a déjà des bâtiments pour accueillir, on a déjà des professionnels. Donc, comment on accompagne cette transition de la station de ski vers la station découverte de la montagne? Et découverte qui peut être sportive, mais qui peut être aussi culturelle, qui peut être sensible, qui peut être naturaliste. Et là, je pense qu'il y a tellement de potentiel et en plus, ça invite à être créatif et à s'ancrer sur son territoire. Parce que ça permettra que la station des Vosges, elle sera très différente de la station de Beldon ou des Aravis. Tu parlais tout à l'heure de tourisme social, donc comment est-ce qu'on fait une montagne pour tous? Et il y a aussi comment est-ce qu'on laisse personne de côté dans ces transitions? Toi, tu as un avis là-dessus? Comment est-ce qu'on fait pour que tous les acteurs qui sont aujourd'hui en montagne, ils arrivent à s'entendre pour que justement il n'y ait pas de laisser pour compte, entre guillemets, de ces nouvelles transitions? Soit on prend le chemin de la montée en gamme, et en effet, ça va être une montagne qui est de plus en plus élitiste, soit on considère que la montagne, c'est aussi un bien commun et aller en nature, c'est peut-être un besoin essentiel. Et dans ce cas-là, on investit dans le tourisme social. Et c'est vrai que moi, véritablement, je rêve qu'on investisse de nouveau dans des grands espaces de colo pour que les jeunes des villes et des vallées puissent aller en montagne. Même là, on est à Grenoble. Je suis pas sûre, même j'en suis convaincue, que tous les jeunes grenoblois ne connaissent pas les massifs qui les entourent. Non. Et là, il y a vraiment des choses à faire. Il faut qu'on fasse évoluer nos programmes scolaires, mais aussi moi, j'ai un moment dans le livre, je rêve que l'éducation nationale impose une nuit à la Belle Étoile pour tous les élèves de 4e. Mais ça ferait tellement du bien à tout le monde. Et je pense que la montagne, elle peut avoir ce rôle-là. Et j'ai envie qu'on investisse là-dedans. Et ça crée de l'emploi, ça crée de l'envie, ça crée du sens. En fait, ça fait sens. Et ça évite les laissés pour compte. Est-ce qu'il y a déjà des initiatives et des territoires de montagne qui ont opéré ce changement? Alors, effectivement, on peut se dire que le Vercors, ils sont hyper forts sur la mobilité durable. Si tu veux ne pas habiter à Grenoble, habiter dans le Vercors et travailler quand même à Grenoble, il y a des bus tous les jours. Et il y a 10 bus par jour. Enfin, moi, je suis très, très étonnée. Donc, pour le coup, moi, le Vercors, c'est un peu la mobilité durable. Et l'agglomération grenobloise par ailleurs, puisque je suis allée la dernière fois à Champs-Rousse pour 2,70 €. D'abord, on a pris un bus jusqu'à Uriage et ensuite, il y avait un flexo. Là, on était plusieurs et en fait, ils ont plusieurs heures pour 1 €. On a fait ce qui restait pour aller à Champs-Rousse. Enfin, c'est quand même incroyable en fait d'avoir aussi un territoire qui, pour le coup, commence à penser des mobilités durables. Est-ce que toi, tu as vu des stations, des territoires de montagne qui commencent déjà à opérer les changements? On pense à Métabier, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que ces grands fers de lance un peu Pour être sincère, je pourrais pas citer un territoire et encore ou une station qui, pour moi, incarne cette dynamique de transition. Parce que pour l'instant, ce que je constate, c'est plutôt plein d'initiatives, de petites initiatives, mais ce qui manque, c'est le liant. C'est comme si on avait tous les ingrédients des fois pour la recette, mais par contre, on n'a pas la recette, quoi. Du coup, on n'a pas le plat. Et c'est un peu ça que je ressens pour la transition. Des fois, il y a des choses qui m'inspirent. En effet, on pourrait dire dans les Bauges, par exemple, ils ont fait tout ce qui est observatoire pour les ciels étoilés. Là, on vient de parler de la mobilité. Là, je rencontre plein de librairies qui font revivre des villages, des petites épiceries. Il y a plein de petites initiatives. Par contre, j'ai pas encore, pour moi, un territoire, je me suis dit, allez, là, ils ont mis l'élan pour se dire, on se met en mouvement collectivement. En fait, ce qui manque un peu, là, c'est presque la déferlante d'un point de vue transition des territoires de montagne. Et ça, je pense que ça s'explique beaucoup aussi par une manière de fonctionner en silo et aussi des enjeux de posture. On a du mal encore à faire totalement ensemble, à se mettre tous autour d'une table, élus, acteurs économiques, collectifs citoyens, agriculteurs, etc., pour se dire, allez, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait individuellement? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça aille plus vite et plus loin? Et je pense que quand on arrivera à faire ça, là, je pourrais dire, ah ouais, il y a véritablement quelque chose qui m'inspire. Quelque chose qui m'inspire, mais dans le sens où ça fait une force territoriale. Et je pense qu'on n'en est pas loin, mais il faut aller chercher la force de transformation locale. On a plein d'éléments, mais il manque le petit déclic. Et je pense que ce petit déclic, ça passe beaucoup par la mise en lien. Une dernière
Question, il ressemble à quoi, toi, demain, ton territoire de montagne désirable? Alors, il a plein de facettes, mais c'est un territoire de montagne qui est vivant, qui est habité à l'année, qui est vivant, où on y retrouve toutes les générations, qui est à taille humaine aussi, et surtout qui est ancré dans l'écosystème dans lequel il est. C'est-à-dire, pour moi, on a justement la chance et la particularité de vivre, de cohabiter en frontière ou dans des espaces naturels. Moi, par exemple, je vis en lisière de forêt. Ça veut dire quoi vivre en lisière de forêt? C'est justement apprendre à connaître cet écosystème, apprendre à le préserver. Et c'est ça, en fait, c'est ça pour moi le territoire de montagne de demain. C'est celui qui protège les milieux naturels parce qu'il se rend compte que sa richesse est là, qui est bien évidemment habité, parce que les montagnes, lorsqu'elles sont vivantes, lorsqu'elles sont habitées, mais toujours dans cette recherche de respect. Et là, on touche quelque chose qui m'intéresse. Superbe. Merci beaucoup. Je rappelle que tu as écrit Réinventons la montagne, Alpes 2030, un autre imaginaire est possible, préfacé par Heidi Sevestre. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Moi, je l'ai trouvé au Square à Grenoble, mais où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'on peut le trouver partout? On peut le trouver dans beaucoup de librairies, puis sur le site aussi des éditions du Faubourg. Et puis, je vous invite aussi à regarder le site de montaignewilderness.fr où on recense un peu toutes les rencontres autour du livre. Parce que je rappelle vraiment, ce livre, l'objectif, c'est d'ouvrir le débat. Donc là, pour l'instant, j'accepte toutes les rencontres justement pour venir le présenter et puis surtout échanger sur comment on réinvente la montagne à l'échelle de notre commune, de notre bassin de vie. Merci infiniment d'avoir été dans le camp de base aujourd'hui. Merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle aventure. Pour me soutenir,